Donc, voyons maintenant les thèmes que nous allons évoquer ensemble aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous présenter vos interlocuteurs en termes de protection sociale. Puis, nous aborderons avec Yann le choix entre secteur 1 et secteur 2, ainsi que les différents régimes fiscaux applicables et l'assiette de vos cotisations sociales. Pascal vous présentera ensuite l'offre simplifiée pour les médecins remplaçants, puis nous entamerons une grande partie consacrée au recouvrement de vos cotisations sociales et qui comprendra notamment l'exonération ACRE en début d'activité, le calcul de vos cotisations et les modalités de déclaration de vos revenus et de paiement de vos cotisations. Nous continuerons avec la présentation de votre protection sociale proprement dite et Francis vous détaillera ensuite les aides à la création. Pour finir, nous verrons avec Pascal les formalités pour devenir employeur. Mais avant de commencer cette présentation, j'aimerais vous soumettre un petit sondage concernant justement le RSPM, donc l'offre simplifiée pour les médecins remplaçants, afin de déterminer quelle proportion d'entre vous est concernée ou intéressée par ce dispositif. Alors, je vais juste rechercher le petit sondage et le lancer tout de suite. Un petit peu long. Voilà, ça devrait pas tarder à apparaître sur l'écran. Il vous suffit de cocher oui ou non et de faire envoyer. Oui, a priori, ça a été compris, parce que les réponses, pardon, commencent à rentrer. Donc, c'est assez partagé, mais on a quand même une majorité de réponses oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour vos retours. Et on va donc commencer par identifier vos interlocuteurs pour votre protection sociale. Donc, tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit que si l'URSSAF vous réclame des cotisations sociales dans le cadre de votre activité indépendante, c'est bien pour vous ouvrir le droit des prestations sociales qui vous seront reversées selon votre situation par les différents organismes qui composent la sécurité sociale au sens large. Car comme vous le voyez ici, la sécurité sociale, ce n'est pas uniquement l'assurance maladie. Elle couvre l'ensemble de ce qu'on appelle les risques sociaux, donc la maladie bien sûr, mais aussi la famille, la retraite ou encore la prévoyance. L'URSSAF est aussi un organisme de sécurité sociale et sa principale mission, en tout cas la plus connue, c'est d'assurer le financement de votre protection sociale en redistribuant en moins de 5 heures vos cotisations sociales aux organismes prestataires, lesquels les reversent ensuite sous forme de différentes prestations sociales à des millions de bénéficiaires. Donc vous avez en dessous le détail de la proportion de cette répartition et c'est vrai que voilà, la santé représente seulement 38%, on aurait pu imaginer plus. Voilà. Pour en savoir plus sur ce lien étroit entre vos cotisations et vos prestations sociales, donc je vous invite à vous rendre sur le site aquaservent-lescotisations.ursaf.fr ou encore à vous abonner à la chaîne YouTube L'Actu des URSSAF. Identifions maintenant plus précisément vos différents interlocuteurs. Donc, concernant le calcul et le paiement de vos cotisations sociales hors retraite, il faudra vous adresser à l'URSSAF et votre site de référence sera ursaf.fr. Pour tout ce qui a trait à votre santé, c'est bien évidemment la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui assure pour vous et vos ayants droit votre couverture maladie. Vous pouvez retrouver votre compte personnel et une multitude d'informations sur le site amélie.fr. À noter que depuis le 1er juillet 2021, vos arrêts maladie sont indemnisés pendant les 90 premiers jours de l'arrêt, avec un délai de carence de 3 jours, donc 87 jours indemnisés par la CPAM. Pour autant, si votre arrêt de travail est supérieur à 90 jours, vous devrez l'adresser à la CAMF pour une prise en charge par leur régime invalidité.
En effet, vos cotisations et droits retraite et invalidité sont gérés par la CARMF que vous pouvez retrouver sur carmf.fr. Yann, je vais maintenant te laisser nous présenter les différences entre exercer en secteur 1 ou en secteur 2. Oui, Laurence, merci. Alors, il faut savoir que des conventions sont signées entre l'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des médecins, permettant notamment de régir les rapports entre les médecins et la CEPAM. Le respect ou non des tarifs fixés par ces conventions détermineront votre secteur. La CEPAM a la compétence exclusive et déterminera votre secteur lors de votre première installation. En qualité de médecin secteur 1, vous devrez respecter les tarifs conventionnels. Vous bénéficierez d'une prise en charge CEPAM pour toute ou partie de vos cotisations maladie et allocations familiales et vous pourrez prétendre à des avantages fiscaux. Si vous exercez au sein de certaines structures de soins telles que les EHPAD, les ESPIC, les SIAD ou les HAD, ou encore les CMPP, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge de vos cotisations par la CEPAM à condition de réaliser au moins 15% de l'activité libérale hors structure de soins. Maintenant, en qualité de médecin secteur 2, vous pourrez appliquer des tarifs différents que ceux proposés par la Convention. Vous verserez à l'URSSAF la totalité des cotisations maladie et allocations familiales. Et si vous avez souscrit à l'option de coordination des soins, la CEPAM vous remboursera une partie de vos cotisations. Et enfin, vous serez soumis au dispositif fiscal de droit commun. Voyons maintenant, toujours avec toi Yann, les différents régimes fiscaux et sur quelle base sont calculées les cotisations sociales. Alors, donc selon le statut choisi, votre entreprise relève soit de l'impôt sur les revenus, soit de l'impôt sur les sociétés. Les revenus issus de votre activité professionnelle seront toujours pris en compte sur votre compte cotisant de PAM. Par contre, votre rémunération de mandataire social en tant que président de CELASU, CELAS ou autre sera quant à elle assimilée salariée. Si vous exercez à titre individuel et que votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 euros, vous avez la possibilité d'opter pour le régime simplifié spécial pardon, du régime micro-BNC. Cela vous permettra d'éviter de déclarer vos charges puisqu'un abattement de 34% sera retiré de votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires restant constituera votre assiette de cotisation sur laquelle nous allons donc calculer vos cotisations. Attention toutefois, pour la première année, le seuil à ne pas dépasser sera proratisé en fonction du nombre de jours d'activité. Donc, si vous démarrez votre activité au 1er mars 2023, il faudra prendre donc les 77 700 euros et les proratiser sur 306 jours d'activité et diviser donc par le nombre de jours dans l'année, donc 365. Et donc, vous ne devriez pas dépasser le seuil de 65 140 euros. A contrario du régime simplifié, vous pouvez également opter pour le régime réel. Si c'est le cas et que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vos cotisations seront calculées sur votre bénéfice. Vous obtiendrez alors votre bénéfice en y déduisant de votre chiffre d'affaires vos charges et vos cotisations sociales. Si vous optez pour le régime réel, mais que vous avez opté pour l'impôt sur les sociétés, ce qui est beaucoup plus rare pour le régime des EURL ou de la SARL, ce n'est pas sur le bénéfice, mais sur la rémunération du gérant que seront calculées vos cotisations sociales. Donc, si l'entreprise prend en charge le paiement des cotisations du gérant, les cotisations sont déductibles du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais elles sont à ajouter sur la base d'imposition du gérant. Enfin, si vous vous versez également des dividendes et qu'elles excèdent les 10% de votre capital social, elles seront également à réintégrer sur votre revenu. Ainsi, des cotisations vous seront réclamées sur ces dividendes. Merci Yann. Lors du petit sondage introductif, vous nous avez fait part de votre intérêt pour le RSPM. Donc en voici la présentation ainsi que du CESP et du contrat de début d'exercice. Le contrat d'engagement au service public s'adresse aux étudiants de second ou troisième cycle. En contrepartie du versement d'une allocation mensuelle de 1 200 euros par mois pendant vos études et un engagement d'exercer une activité de
dans un ou plusieurs secteurs d'exercice situés dans des zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés à l'accès aux soins. Ces zones sont définies par l'ARS, ainsi qu'à l'issue de vos études pour une durée égale à celle où vous avez perçu cette allocation. Cette durée ne peut pas être inférieure à 2 ans. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter l'UFR pour en connaître les modalités. Si vous êtes installé depuis moins d'1 an, remplaçant aisé depuis 1 an maximum, vous pouvez adhérer au contrat de début d'exercice avec l'ARS. Si vous exercez dans une zone où l'offre de soins est insuffisante ou dans la limite de 10 km au-delà de cette zone sous-dotée. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans non renouvelable. Les conditions, c'est d'exercer au minimum 2,5 jours par semaine au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire, une communauté professionnelle territoriale de santé, une équipe de soins primaires ou une équipe de soins spécialisée. L'aide financière complémentaire pouvant aller jusqu'à 4 250 € par mois la première année. Maintenant, parlons un peu plus de l'offre simplifiée dédiée aux médecins remplaçants et réservée aux étudiants en médecine, aux médecins conventionnés exerçant une activité en tant que remplaçant de façon exclusive, un médecin salarié, un médecin retraité ou un médecin régulateur. La simplicité de ce système est qu'il y a un seul interlocuteur pour vos cotisations sociales. C'est l'URSSAF. Vous déclarez la rétrocession d'honoraires uniquement si vous en percevez. Vous payez des cotisations au fur et à mesure que les honoraires sont déclarés et bien entendu qu'ils vous sont versés. Il n'y aura pas d'avance de trésorerie et aucune régularisation à l'issue, à l'exception d'une erreur que vous auriez faite. La seule option possible pour les médecins remplaçants en choisissant le RSPM est la cotisation du risque invalidité-décès. 2 possibilités s'offrent à vous. Vous avez à faire ce choix lors de la première déclaration. C'est soit le forfait à 158 €, soit le forfait qui représente 25% du forfait de la classe A, qui est à 631 € et qui permet de bénéficier de garanties plus importantes. Si vous voulez plus d'informations sur ces 2 forfaits, là encore une fois, nous vous renverrons vers la CARMF sur carmf.fr. Le régime invalidité-décès couvre 3 risques: l'invalidité et le décès, l'incapacité temporaire. La cotisation comporte 3 classes pour tous les professionnels de santé qui n'ont pas opté pour le RSPM. Celle qui est exclusivement réservée au RSPM existe de 2 manières, soit comme l'intégralité, comme je vous le disais, à 631 €, ou celle qui représente 25% à 158 €. Dans ce cas, si vous optez pour cette solution, vous aurez bien entendu des cotisations réduites, mais également des prestations réduites. Elles représenteront également 25% de la prestation de la classe A. À savoir également, si vous êtes médecin retraité, cette cotisation n'est pas due si vous avez bien coché la case retraité dans votre statut. Vous la trouverez dans l'onglet Mon profil sur le compte en ligne. La seule chose qu'il ne faudra pas pour continuer à bénéficier de ce dispositif, c'est de dépasser un seuil de chiffre d'affaires. Le seuil est de 19 000. Si vous le dépassez 2 années consécutives, vous serez automatiquement radié de ce dispositif et réinscrit dans le dispositif de travailleurs indépendants PAM classique. C'est bien 2 années consécutives. Par contre, si vous le dépassez à hauteur de 38 000 €, donc dès que vous dépassez ce seuil de 38 000, c'est tout de suite au 1er janvier de l'année qui suit que vous allez être sorti de ce dispositif et basculer ensuite dans le régime PAMC classique. À savoir que cette limite est de nouveau, comme la limite dont Yann vous parlait tout à l'heure, proratisée. Donc, si vous commencez au 1er novembre, il faudra calculer le nombre de jours entre le 1er novembre et le 31 décembre
le multiplier par ce chiffre et le diviser par 365. Donc, à chaque fois, le nombre de jours qu'il existe entre la date de début et le 31 décembre. Merci Pascal. Qu'en est-il du calcul des cotisations en début d'activité? Est-ce qu'il y aura des possibilités d'exonération? Oui, la première année d'activité, il y a l'exonération. L'exonération ACRE, elle court sur un an de date à date. Le montant de l'exonération va dépendre du revenu déclaré l'année suivante pour l'année en cours. Donc, initialement, on accorde cette exonération à tous les créateurs, hormis ceux qui en ont déjà bénéficié dans les 3 années précédentes ou qui ont cessé il y a moins d'un an et repris exactement la même activité. On voit dans le petit tableau sous vos yeux qu'il y a une exonération totale et qu'elle est maintenue jusqu'à un revenu inférieur à 32 994 euros. Elle est partielle et dégressive entre 32 994 et 43 992. Par contre, dès lors que le revenu dépasse le plafond de la sécurité sociale, donc soit 43 992 euros, l'exonération tombera, Laurence. Les cotisations sont calculées initialement sur la base forfaitaire, la première et la seconde année. La seconde année jusqu'au moment où vous allez déclarer votre revenu pour la première année, ce qui est généralement fait en avril-mai. Jusqu'à ce présent, cette déclaration se faisait directement auprès de l'URSSAF. Mais pour la première fois cette année, elle s'est faite sur le site des impôts et c'est la DGFiP qui nous a transmis les informations. Donc, on est bien sur une base forfaitaire du démarrage jusqu'au moment où vous allez déclarer votre premier revenu. À partir du moment où vous déclarez votre revenu, vous êtes en régime de croisière. Et à ce moment-là, on recalcule, si vous avez démarré par exemple en 2023, l'année 2023, on ajustera les cotisations 2024 sur ce revenu 2023, ce qui permettra de calculer définitivement votre cotisation et soit on vous demandera un complément, soit on vous remboursera. Et ce qui se passera également, c'est que les cotisations 2025 en début d'année seront également calculées sur cette base-là. La possibilité de faire un estimatif à la hausse ou à la baisse vous est ouverte dès votre démarrage d'activité, mais Yann y reviendra un peu plus tard. Voyons maintenant des chiffres un peu plus concrets. Dans le tableau qui est sous vos yeux, vous voyez que si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE, vous allez être exonéré des cotisations maladie, de l'indemnité journalière, de l'allocation familiale et de la retraite de base. Sachez que effectivement, les premières cotisations du haut de tableau sont réclamées par l'URSSAF et tout ce qui concerne la retraite, l'invalidité, vous sera réclamé par la CARMF. Donc, vous voyez que du côté URSSAF, il y a 2 cotisations qui persistent, c'est-à-dire la contribution à la formation professionnelle, qui est une cotisation forfaitaire, peu importe le revenu, elle sera de 110 €, et la cotisation CSG-CRDS, qui, elle, est calculée sur la base forfaitaire dont je vous parlais précédemment, de 8 358 €. Elle sera recalculée l'année suivante en fonction de votre revenu définitif, mais sur 8 358 €, elle représente 811 € de cotisation. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la CARMF et je vous invite à vous rapprocher d'eux ou de consulter votre site. Je t'interromps juste une petite seconde, Pascal, parce que je viens de jeter un œil au fil de discussion et j'ai vu qu'à un moment donné, les slides n'apparaissaient pas à l'écran. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est rétabli maintenant? Parce que pour moi, le partage est bon, mais comme je n'ai pas la même vision. Personnellement, Laurence, je vois les slides. Ah, merci Yacine pour le... Ah, c'est Morgane qui ne va toujours pas. Ah. Oui, alors je ne sais pas. Peut-être se déconnecter et reconnecter, mais en tout cas, du coup, la majorité d'entre vous voit bien les slides. OK. Pardon pour l'interruption, mais je me disais que ça serait un peu problématique si personne ne voyait le support. Pas de Très bien. souci. Du coup, on va pouvoir continuer.
Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Voilà. Aucun souci. Rentrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet, Laurence, et voyons les cotisations les unes après les autres. Il y a effectivement les cotisations de début d'activité en secteur 2 sur notre slide. Comme le support vous sera communiqué, vous pourrez effectivement voir le détail si vous êtes du secteur 2. Maintenant, commençons par les cotisations maladie-maternité. Celles-ci ont un taux progressif si votre revenu est inférieur à 48 391 € et ce taux est compris entre 1,5 et 6,5%. À partir d'un revenu de 48 391 €, le taux est fixe et il est de 6,5%. Pour la partie conventionnée de votre revenu, il y aura une participation de la caisse primaire à hauteur de 6,4%. Par contre, il y aura, en plus de ce taux de 6,5%, une cotisation additionnelle de 3,25% pour tous les revenus qui ne sont pas conventionnés, donc éventuellement vos dépassements d'honoraires. Je vais vous expliquer ceci avec un petit exemple. Pour une personne qui a un revenu de 60 000 € à l'année, et dans ce revenu de 60 000 €, il y a 50 000 € de revenus conventionnés, sans dépassement d'honoraires, et 10 000 € de revenus non conventionnés, et donc de dépassement d'honoraires. Le calcul est fait de deux façons distinctes. Nous prenons nos 50 000 € et nous les multiplions par 6,5%, ce qui fait 3 250 €. Ensuite, il y a la participation de la caisse primaire à hauteur de 6,4%. Donc, nous faisons à nouveau nos 50 000 € fois 6,4%, donc 3 200 €. On déduit les 3 200 des 3 250, ce qui fait une cotisation maladie de 50 € sur ces 50 000 € de revenus conventionnés. Par contre, pour les revenus de 10 000 € qui ne sont pas conventionnés, il y a une cotisation effectivement de 6,5 qui représente 650 € et la cotisation additionnelle de 3,25%, soit 325 €. On additionne cette fois-ci ces deux montants, excusez-moi, et Les joies du direct. les joies du direct à nouveau, donc un total de 975 €. On arrive à une cotisation globale de 1 025 € au total pour cette personne qui a eu un revenu de 60 000 € avec 50 000 conventionnés et 10 000 qui ne le sont pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Sachez qu'effectivement, en levant la main ou dans le fil de discussion, vous pouvez poser une question à tout moment. Maintenant, parlons de la cotisation maladie et celle-ci vous apportera, et Francis y reviendra de façon plus amont, mais c'est une cotisation qui vous ouvre des droits comme tout résident, bien entendu à la CMU et à tous les remboursements médicaux, quels qu'ils soient. Nous venons à la cotisation des allocations familiales. Celle-ci a des taux différents selon le revenu. Vous retrouvez de nouveau ces taux dans le tableau. Il n'y a pas du tout de cotisation jusqu'à un revenu de 48 391. Le taux est progressif entre 48 381 et 61 589 et le taux devient définitif à 3,10% dès lors que votre revenu est supérieur à 61 589. Pour la cotisation CSG-CRDS, elle a une particularité. Elle n'est pas calculée uniquement sur votre revenu, mais sur le revenu, plus les cotisations sociales personnelles versées, sans la cotisation formation et CSG-CRDS. Et le taux est fixe, il est de 9,70%. La cotisation à l'Union régionale des professionnels de santé, la CURPS, celle-ci également
à un taux fixe avec un montant maximum de 220 € pour l'année 2023. Elle est de 0,5% sur le revenu d'activité. En ce qui concerne la cotisation à la formation professionnelle, la CFP, que ce soit le secteur 1 ou 2, le montant est fixe. Il représente 0,25% du plafond de sécurité sociale, donc sur un montant cette année en 2023 de 43 992, ce qui vous fait une cotisation annuelle de 110 €. Et elle augmente à 150 € si vous avez un conjoint collaborateur dont je vous parlerai un peu plus tard. En ce qui concerne les cotisations minimales, c'est-à-dire que si vous avez un revenu proche de zéro en début d'activité parce que vous avez racheté une patientèle ou énormément de matériel, vous aurez une cotisation qui vous garantira des droits retraite et des droits indemnités journalières. Et celle-ci est pour la retraite de base de 511 €. Elle vous garantit 3 trimestres. Pour les indemnités journalières, elle est de 53 € et pour la formation, 210 €. Donc, même si votre revenu devait être égal à zéro, vous auriez ces cotisations-là à régler. Revenons un peu sur la déclaration de revenus. La déclaration de revenus, elle est à faire l'année suivante. Donc, pour cette année 2023, elle sera à faire entre avril et juin. Vous déclarerez votre revenu professionnel sur impôts.gouv. Après prise en compte des éléments par le centre des impôts, il y aura une transmission de cette information vers l'URSSAF, mais également vers la caisse de retraite, la CARMF. Et cela va avoir 3 impacts, comme je vous le disais précédemment. On va calculer définitivement votre cotisation 2023. On va réajuster votre cotisation 2024 sur le revenu 2023. Et à titre informatif, on vous indiquera le montant des premières échéances provisionnelles de l'année 2025. En 2023, on vous a donc demandé un acompte sur des cotisations calculées sur votre base forfaitaire de début d'activité selon un revenu qui sera supérieur ou inférieur à cette base première année, donc à 8 358 € comme indiqué précédemment, et on vous fera un remboursement où on vous demandera un complément de cotisation. Simplement, je vous rappelle également qu'entre le mois de janvier et le mois d'octobre de chaque année, vous avez la possibilité de déclarer un revenu estimé pour l'année en cours. Si vous avez d'ores et déjà connaissance de votre revenu, cela vous permettra de générer un nouvel avis d'appel de cotisation basé sur votre revenu estimé, cela afin d'éviter une régularisation trop forte l'année suivante. Nous allons voir dans un instant comment réaliser cette demande. Revenons à présent à votre déclaration de revenus afin de vous apporter quelques petites précisions. La case liée au revenu de remplacement dans la déclaration correspond aux indemnités journalières versées par la caisse primaire et non à votre revenu perçu en qualité de remplaçant. Le remplissage de vos recettes honoraires et dépassements d'honoraires est obligatoire car elle nous permet de déterminer que la totalité de vos revenus correspondent à votre activité de médecin. Par ailleurs, ces données déterminent la prise en charge par la CPAM de vos cotisations maladie ou allocations familiales. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter votre comptable ou bien à nous envoyer un message afin que l'on puisse vous répondre. Enfin, n'oubliez pas de vérifier votre notification 3 en 1 que vous recevez une fois par an à l'issue de votre revenu dès qu'il est intégré dans nos fichiers. Vous pouvez revenir vers nous afin de procéder à des modifications si cela devait être nécessaire. Certains éléments de votre déclaration seront pré-remplis en fonction des éléments communiqués par votre caisse primaire. Elles peuvent être modifiées parfois. La CPAM prend en compte vos honoraires en décembre, que vous ayez
que vous n'avez pas perçus qu'en janvier, par exemple. Il en va de même si vous avez rétrocédé des honoraires. Effectivement, hein, Sachez, il faut, voilà. voilà. Sachez que cette déclaration est à faire même si le revenu est déficitaire ou s'il est de zéro. En Ok. l'absence de déclaration de revenus, l'URSSAF et votre organisme de retraite effectueront ce que l'on appelle une taxation d'office. Donc, les cotisations seront basées sur une base fixée forfaitairement. Et dans ce cas-là, vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge de la caisse primaire. Merci Pascal. Je reprends la main du coup concernant les simulations. Donc sachez qu'en plus de très nombreuses informations, vous trouverez sur le site de l'URSSAF un simulateur de cotisation. Cela peut vous être utile en cas de baisse ou de hausse de revenus pour estimer le montant des cotisations qui sont réellement dues, comme je vous le précisais précédemment. Voyez, c'est très simple. Il suffit d'indiquer le chiffre d'affaires, le montant des charges, des contributions sociales et en découle le revenu net. Et le simulateur calculera vos cotisations. Comme indiqué précédemment, vos cotisations seront calculées sur votre base de revenus l'année précédente, en attendant évidemment votre déclaration de l'année suivante. Néanmoins, un aléa peut survenir et faire que vous percevrez en 2024 plus ou moins de revenus qu'en 2023. Donc, si ce qu'on vous réclame ne correspond pas à votre revenu d'activité actuel, pensez à adapter vos cotisations en nous faisant une simple demande, un petit courriel par exemple sur notre site, en disant que vous estimez votre revenu à 100 000, 10 000, 50 000, voire à zéro parce que vous avez investi beaucoup de votre matériel et que le bénéfice de l'entreprise sera de zéro la première année. Et nous adapterons donc cette cotisation, enfin vos cotisations sur la base de ce revenu estimé, que vous soyez en régime de croisière ou en début d'activité. Enfin, je précise que l'estimation de vos revenus ne permet pas de différencier la partie conventionnée de la partie non conventionnée sur laquelle la prise en charge de la CEPAM ne s'applique pas. Par conséquent, sachez que la cotisation, l'ensemble de vos cotisations seront calculées sur la base d'un revenu estimé, en totalité conventionné, et donc avec une prise en charge de la CEPAM maximale. S'agissant à présent du paiement de vos cotisations, nous allons laisser obligatoirement 90 jours à tous les nouveaux médecins pour régler la première échéance par rapport au moment où on l'affidie. Une fois ce délai de 90 jours passé, plusieurs possibilités. Le paiement trimestriel des cotisations donc se fera selon quatre échéances dans l'année: le 5 février, le 5 mai, le 5 août ou le 5 novembre. Par, carte bleue, par télépaiement, par, paiement, par virement, pardon, et ou par prélèvement automatique. La deuxième possibilité que je vous conseille vivement, c'est le prélèvement automatique mensuel. Il se fait soit le 5, soit le 20 de chaque mois et cela permet d'avoir des montants moins élevés tous les mois. Par ailleurs, n'oubliez pas de créer votre compte en ligne ursaf.fr. Cela vous permettra de payer vos cotisations notamment, mais également de consulter votre compte, de réaliser diverses demandes, d'obtenir des attestations et également d'échanger avec votre conseiller Ursaf si vous avez des questions. Enfin, on aborde le statut du conjoint collaborateur. Donc si vous êtes marié ou pacsé et que votre conjoint participe régulièrement à l'activité de l'entreprise, il doit obligatoirement avoir un statut. 3 possibilités s'offriront à lui: soit il sera associé, soit il sera conjoint collaborateur, soit il sera salarié de votre entreprise. C'est à vous de faire ce choix. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, pour qu'on vous explique le mode de calcul des cotisations donc du conjoint collaborateur, mais également auprès de la CARMF, puisqu'il y versera également des cotisations, retraite notamment et invalidité décès. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Donc, concernant votre protection sociale, on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir différents interlocuteurs selon votre besoin. Mais du coup, Francis, en quoi consiste précisément la protection sociale des médecins libéraux? Bien, merci Laurence. Alors oui, donc vous pouvez apercevoir, effectivement, l'obligation de verser des cotisations va entraîner également pour vous, comme pour toute autre personne, au niveau de l'assurance maladie, une protection sociale. Alors, cette protection sociale, certainement qu'elle vous a déjà été présentée lors de votre installation, bah, soit comme remplaçant ou soit comme médecin libéral, dans le cadre de rendez-vous qui vous sont proposés par l'assurance maladie. Donc, on va succinctement reprendre
ce qui est prévu donc au titre d'assuré social cette fois-ci. Alors, les professionnels de santé, donc quelle que soit la catégorie professionnelle, dès lors qu'ils sont conventionnés ou qu'ils exercent effectivement sous le régime de la convention, ils sont rattachés obligatoirement à ce qu'on appelle le régime des professionnels de santé conventionnés, donc praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Ça correspond au régime général de l'assurance maladie. Donc, très concrètement, tous les soins de ville, donc consultation, pharmacie, auxiliaires médicaux, sont pris en charge à des taux qui varient entre 15 et 70%. En cas d'hospitalisation, 20% de la facture d'hospitalisation ainsi que le forfait journalier restent à votre charge. Et la grande nouveauté depuis 2021, c'est qu'effectivement, au niveau de l'indemnisation d'un arrêt de travail, l'assurance maladie va prendre en charge toute indemnisation au titre de la maladie. Précédemment, on ne prenait en charge que ce qui était maternité, adoption ou congé de paternité. Vous retrouvez en fait toutes les informations par rapport à votre protection sociale, tout simplement en allant sur le site de l'assurance maladie, amelie.fr. On va faire un focus maintenant sur la diapositive suivante, sur un autre aspect pour lequel vous ne versez pas obligatoirement de cotisation sociale, mais sur lequel nous, CEPAM, attirons toujours votre attention au moment de l'installation. Il y a un risque pour lequel vous ne versez pas obligatoirement de cotisation, mais effectivement qui pour nous semble important, c'est l'accident de travail ou la maladie professionnelle. La définition de l'accident de travail, c'est tout ce qui va survenir pendant que vous travaillez. Donc, pendant que vous dispensez des soins. Donc là, on parle d'accident de travail. On parle d'accident de trajet dans le cadre des soins que vous dispensez au domicile des patients ou en vous rendant de votre domicile à votre adresse professionnelle. Alors, ça peut être tout ce qui est accident de la circulation, donc à pied, en vélo, en voiture, transport en commun. Mais ce sont aussi, et de plus en plus, toutes les agressions physiques auxquelles les professionnels de santé sont exposés. Alors, ça peut être de la simple morsure d'un animal au domicile du patient, jusqu'à une agression du patient, voire d'un autre individu dans la rue. Plus rare, c'est la maladie professionnelle. Donc, c'est s'il se déclare une pathologie qui va être liée directement à l'exercice de votre profession. Donc, sur le principe, vous n'avez pas effectivement de cotisation obligatoire pour ce risque. Vous pouvez vous assurer auprès d'une assurance privée, en complément de votre prévoyance, ou alors effectivement, lors de votre installation, l'assurance maladie vous propose ce qu'on appelle une assurance volontaire accident de travail, maladie professionnelle. La diapositive suivante va effectivement vous présenter ce que peut vous amener cette assurance volontaire à laquelle vous pouvez souscrire à tout moment et qui, contrairement aux autres cotisations de l'URSSAF, n'est pas subordonnée à vos revenus. C'est-à-dire que c'est vous-même qui allez fixer le montant de ces cotisations. Et pareil, ce montant de cotisation peut être modulé à tout moment à votre gré. Adhérer à cette assurance volontaire, ça va permettre, à partir du premier jour de l'accident de travail, donc sous réserve de la reconnaissance et jusqu'à la guérison, et s'il n'y a pas guérison, indéfiniment, une prise en charge à 100% de tout ce qui est soins de ville, de tout ce qui est hospitalisation en lien avec cet accident de travail. Là où ça devient plus intéressant, c'est vous avez un accident de travail, après un certain temps d'incapacité, vous allez pouvoir reprendre votre activité, mais plus dans les mêmes conditions. Ce contrat va vous permettre de percevoir mensuellement et à vie une rente. Donc, une rente qui sera calculée en fonction du taux d'incapacité qui sera constaté au moment de la reprise de travail. Enfin, en cas de décès, pareil, se prévoit la prise en charge d'une part des frais funéraires, mais surtout également du versement d'une rente dite de survivant aux personnes qui étaient à votre charge au moment du décès. Voilà. Donc, ce contrat, il vous est proposé comme rappelé au moment de votre première installation en libéral, mais à tout moment, vous pouvez revenir vers vos interlocuteurs CEPAM pour qu'on vous refasse une présentation, qu'on vous envoie toutes les documentations, et puis c'est à vous de décider à partir de quel moment vous souhaitez adhérer à ce contrat. Donc, ça, c'était pour l'accident de travail. Maintenant, on l'a abordé, la grande nouveauté, c'était il y a quelque temps d'offrir la possibilité à l'assurance maladie de vous indemniser aussi quand vous êtes en arrêt de travail au titre de la maladie.
Donc, ça n'empêche en rien, alors j'insiste sur ce fait, que vous souscriviez en parallèle un contrat de prévoyance. Voilà, puisque l'assurance maladie ne va vous indemniser qu'à hauteur de 90 jours d'arrêt de travail prescrit, avec 3 jours de carence. Au-delà de ces 90 jours d'incapacité de travail continue, c'est votre caisse de retraite, c'est la CARF qui va prendre le relais. On ouvre juste une parenthèse, ces 90 jours, ils peuvent être pris d'un seul bloc, selon la pathologie, ou alors ça peut être effectivement des petits arrêts de travail qui viennent effectivement se cumuler tout au long de l'année dans la limite de 90 jours. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que si on fractionne ces 90 jours, les 3 jours de carence vont être retenus sur chaque nouvel arrêt de travail, ce qui réduit un peu le nombre de jours qui seront indemnisés. Ça, c'était pour le versant maladie. Pour le versant, on va dire à l'arrivée de l'enfant, on a 3 cas de figure. On a la maternité, la paternité et le congé d'adoption. Donc là aussi, je repasse très, très rapidement sur ce point. Si vous avez des questions, revenez vers nous parce qu'effectivement, chaque situation est différente de l'autre et effectivement, on vous accompagnera de manière individuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un congé de maternité, on va avoir le congé de maternité à proprement parler, comme un autre salarié lambda, qui va être subordonné par rapport, qui va être tributaire du nombre d'enfants à naître et du nombre d'enfants que vous avez déjà. Voilà, on va dire pour une première grossesse, ça va être 6 semaines de congé de maternité avant la date présumée d'accouchement et si on est et 10 semaines post-accouchement. À ce congé de maternité, on peut rajouter 14 jours supplémentaires de congé pathologique. Ils sont à prendre avant le congé de maternité. Et puis, une indemnisation forfaitaire qui est versée, donc c'est l'allocation forfaitaire de repos maternel, elle est un peu plus de 3 000 €. Elle est versée à hauteur de 50% au premier jour du 7e mois de grossesse. Le solde de 50% vous est versé au moment où vous nous envoyez votre certificat d'accouchement. Voilà. Donc, pareil, pour tous ces congés, vous avez les modalités pratiques qui sont en ligne sur le site de l'assurance maladie. Alors, bien sûr, l'indemnisation n'intervient pas automatiquement. Pour l'allocation forfaitaire, c'est vous qui nous sollicitez pour nous signaler, voilà, j'arrive au premier jour du 7e mois de ma grossesse. Et pour le congé pathologique, tout comme pour le congé de maternité, il doit être sanctionné par un arrêt de travail qui va être établi soit par un médecin traitant, soit par le gynécologue qui aura suivi la maternité. Pour les futurs papas, on ne les oublie pas, il y a également un congé de paternité qui est prévu, voilà, donc en fait 25 jours qui sont indemnisés, avec effectivement 30 jours supplémentaires dans le cas où le nouveau-né serait hospitalisé dès sa naissance. Et puis enfin, en cas d'adoption, pareil, on va avoir une allocation forfaitaire de repos qui sera versée, plus un congé d'adoption qui sera calculé dans les mêmes conditions que le congé de maternité. Donc ça, c'est ce qui est prévu par le régime de protection qui est obligatoire. Et les syndicats représentatifs de votre profession ont négocié pour les seuls médecins libéraux une aide forfaitaire complémentaire. C'est-à-dire que sur les 3 mois que dure grosso modo un congé de maternité, il va y avoir 3 versements complémentaires qui seront opérés. Et le montant de ces versements complémentaires vont être tributaires du secteur conventionnel dans lequel vous travaillez. Si vous êtes secteur 1, donc médecin à tarif opposable, ou secteur 2, médecin en secteur honoraire libre, et du nombre de jours que vous travaillez par semaine. Voilà, donc c'est un complément, comme dit, mais cette fois-ci c'est conventionnel, qui viendra systématiquement compléter pour ce dispositif. Mais pour le moment, il n'est mis en place que pour les seuls médecins libéraux, donc ceux qui ont expressément adhéré à la convention. On peut passer à la diapositive suivante. C'est un peu départagé. C'est une diapositive, elle vient un peu, c'est pas prévu. Donc, ça reprend un peu ce qu'on avait en début où je vous expliquais un peu l'accident de travail, ce que c'était. Voilà. Donc, on peut passer
finalement, sans transition, à la slide suivante. C'est le résumé. Donc, tout ce que je viens de vous présenter depuis le début de ma présentation, en fait, vous l'avez sous ce tableau, avec effectivement les différents types de prestations. Donc, les prestations en nature, c'est tout ce qui est soins de ville. Les prestations en espèces, c'est un revenu de remplacement avec ce qui est prévu. Et puis, effectivement, le congé de maternité, l'accident de travail avec les différentes modalités et les sites sur lesquels vous allez pouvoir retrouver ces informations. On peut continuer. Donc, pareil, pour la retraite, on reprend à nouveau la retraite de base, retraite complémentaire, l'assurance invalidité décès et la retraite complémentaire facultative. Donc, tout ça, c'est servi par la CARF. Donc, il suffit d'aller sur leur site également pour voir les modalités à un moment donné pour faire valoir ses droits à la retraite. Et puis, effectivement, ce qui est prévu plutôt dans le cas d'une invalidité partielle ou complète ou dans le cas du décès de l'intéressé. Donc là, on a vu votre protection sociale. On va se replacer tout au début de votre activité professionnelle libérale. Au moment de l'installation, en fonction effectivement du lieu où vous allez vous installer, vous allez peut-être pouvoir être éligible à ce qu'on appelle des aides à l'installation. Donc, cette cartographie, alors, elle vous présente un peu sur le grand test quelle est la situation. Donc, il y a des couleurs plus ou moins denses, il y a des pointillés. Donc, sur le principe, pour faire très, très simple, les zones qui sont ciblées en orange, ce sont des zones d'intervention prioritaire. Donc, en fait, ce sont des zones sur lesquelles l'assurance maladie va accompagner financièrement les médecins qui vont s'y installer. On a d'autres secteurs où cette fois-ci, c'est plutôt l'Agence régionale de santé qui va proposer ponctuellement des accompagnements financiers. Si on fait un focus sur le département du Bas-Rhin, on voit qu'effectivement, les zones d'accompagnement assurance maladie se situent sur Strasbourg, donc certains quartiers de Strasbourg plus précisément, et plutôt sur le nord du département, avec effectivement le bassin de vie de Wissembourg et de Sels, qui sont effectivement réputés moins bien pourvus à ce jour en médecins libéraux que le reste du département. Pour retrouver toutes ces informations, donc c'est la diapositive suivante, en fait, c'est l'Agence régionale de santé qui est chargée d'établir ces cartographies et de les maintenir à jour. Donc, c'est sur leur site que vous allez pouvoir retrouver et la carte que je viens de vous présenter, et en parallèle, toutes les communes qui sont sur notre département et comment est-ce qu'elles ont été classées. Ça vous permettra après de savoir finalement, est-ce que selon que vous vous installez sur une commune ou sur une autre, elle est éligible à une aide. Et si c'est éligible à une aide, est-ce que c'est une aide qui est versée par l'Agence régionale de santé ou est-ce que c'est plutôt une aide qui sera effectivement du ressort de l'assurance maladie? Donc, c'est toujours le même principe. Vous allez sur le portail d'accompagnement des professionnels de santé de la région sur laquelle vous exercez. Et le principe est le même. Vous choisissez le fait que vous êtes médecin, vous sélectionnez les aides individuelles et puis après, il y a un déroulé avec tous les contrats possibles sur ces territoires-là, la cartographie et la liste des communes. Pour vous accompagner au niveau du choix, alors vous êtes remplaçant, vous décidez de vous installer en libéral et puis finalement, à un moment donné, vous hésitez. Vous hésitez entre 2 ou 3 secteurs, vous ne savez finalement pas quel est le secteur où il serait le plus pertinent de vous installer. L'assurance maladie peut aussi vous accompagner à ce niveau-là. Nous avons un outil, ça s'appelle Rezone, qui nous permet de faire en fait des études de marché. Alors, ça se passe au travers d'un entretien. On ne va pas simplement faire une étude de marché on va vous envoyer tous les documents et puis vous vous retrouvez là avec des données chiffrées que vous n'allez pas pouvoir forcément interpréter. L'idée, c'est d'échanger sur votre projet et de lancer effectivement autant d'investigations que vous aurez sélectionné de territoires. Et ça vous permettra de voir finalement sur un même territoire, quel est le profil des patients qui résident sur ce territoire, quelle est leur tranche d'âge, est-ce que c'est une population plutôt jeune, plutôt ancienne, quelles sont leurs catégories socio-professionnelles. Un deuxième aspect de cette étude de marché,
plus pertinent cette fois-ci, ça va faire ressortir les professionnels de santé de votre spécialité qui sont installés sur ce secteur. Les parties hommes-femmes, leur tranche d'âge, donc ça permet de voir est-ce que c'est une population de professionnels de santé jeunes, est-ce que ce sont des médecins déjà plus anciens, proches de la retraite ou potentiellement il y a des cabinets à reprendre. Et en parallèle, on vous mettra la moyenne de leur activité sur ce secteur. Ça vous permet aussi de voir est-ce que c'est un secteur où effectivement il y a une potentielle activité possible ou est-ce qu'effectivement le secteur est déjà trop pourvu et finalement il sera difficile au début de vous constituer une patientèle. Le dernier versant de cette étude de marché va comporter l'accès aux soins, c'est-à-dire que comment est-ce que nos patients qu'on a vus en début d'étude de marché vont accéder aux soins. Est-ce qu'ils vont voir souvent le médecin? Est-ce que le taux de patients en affection de longue durée, ça laisse aussi présager du profil des patients qui résident sur ce secteur. Et puis, les autres professionnels de santé, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez décidé que vous vous installez, mais qu'il vous faut un pharmacien à moins de 500 mètres, sinon ce n'est pas possible de vous installer. Si le premier pharmacien qui apparaît sur cette étude de marché est installé à 10 km, on va dire que l'endroit géographiquement ne vous convient pas. Voilà. Donc, ce sont ces petites choses qui peuvent vous conforter ou non dans le choix de vous installer sur un secteur. Donc, la première fois, il y a d'abord un échange, et puis après, il suffit de reformuler une demande et on vous envoie automatiquement le résultat de la requête. Vous serez tout à fait à même de l'interpréter. Et donc, pour la CPAM de Bas-Rhin, je vous ai mis l'adresse mail à laquelle vous pouvez solliciter ce type de renseignements. Un autre service qui est proposé cette fois-ci par l'Agence régionale de santé et par l'Ordre des médecins, donc ça se situe au niveau de la fac de médecine. C'est un nouveau service, c'est Je m'installe. Donc, c'est une équipe qui est chargée de vous accompagner entre le moment où vous faites des études et le moment où vous décidez de débuter une activité comme remplaçant ou comme médecin libéral pour effectivement justement vous orienter vers l'un ou l'autre interlocuteur, vous réexpliquer en fait le principe du libéral, des différents statuts. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, voilà, je vous ai mis les coordonnées. Madame Bogo est tout à fait à votre disposition et attend effectivement les appels et les sollicitations des uns et des autres pour les accompagner. Au niveau des aides à l'installation cette fois-ci, donc je vais vous reprendre un peu le principe. Donc, on va avoir 3 types d'aides qui peuvent être proposées à l'installation. Soit des aides conventionnelles, c'est-à-dire ce sont des aides qui ont été négociées au niveau national entre les représentants de votre profession et l'assurance maladie. On va avoir des aides de l'État, donc ça c'est de la seule compétence de l'Agence régionale de santé. Et puis on peut avoir un 3e type d'aide, c'est plutôt des exonérations fiscales ou des exonérations sociales. Donc, en fait, c'est sur le site de l'Agence régionale de santé, donc sur le site de la PAPS, le portail d'accompagnement aux professionnels de santé, que vous allez pouvoir retrouver ces différentes aides et qui sera votre interlocuteur si vous voulez, à un moment donné, finaliser votre adhésion à l'un ou l'autre de ces dispositifs. Versant assurance maladie, c'est la diapositive suivante. On va vous proposer 4 types d'aides. On va avoir un contrat d'aide à l'installation des médecins. Voilà. On va avoir le contrat de stabilisation et de coordination des médecins. Donc, une fois que vous êtes installé, que vous décidez de rester sur ce secteur, on vous proposera une 2e aide, c'est de stabiliser votre activité. On a un contrat de transition médecin. C'est quand un médecin qui est proche de la retraite décide de céder son activité à un nouveau médecin et qui va l'accompagner pendant quelques temps dans cette transition. Et puis, il n'y a pas besoin forcément d'être installé sur une zone sous-dense pour pouvoir percevoir une aide conventionnelle. Si vous résidez sur un secteur, on va dire, intermédiaire, ni plus ni moins pourvu en médecin, mais que vous décidez de venir prêter main forte à des médecins qui sont sur un secteur qui va être plus tendu, on va vous proposer ce contrat de solidarité territoriale où si vous exercez à minima quelques jours dans l'année sur ce secteur, on va vous accompagner financièrement en plus des revenus que vous percevrez en allant dispenser des soins sur ce secteur. Donc là aussi,
Il y a une deuxième slide qui va suivre, qui va être plus détaillée. Si vous souhaitez des renseignements un peu plus détaillés ou si vous souhaitez finaliser votre adhésion, il y a l'adresse mail qui est mentionnée au bas de cette diapositive. Voilà, donc c'est tout en bas, donc c'est contrat PS, CPAM-Barin, assurance maladie partenaire. Donc ce sont deux personnes qui traitent exclusivement tous ces contrats, qui vont vous renseigner, qui vont répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir, qui vont acter votre adhésion et qui vont suivre justement votre adhésion et qui, à la date anniversaire, à chaque fois, vont vous verser les sommes qui vous sont dues. Et donc la diapositive suivante, ça vous présente le détail de ces contrats avec, alors, je vous laisserai découvrir, hein, donc on a les conditions d'éligibilité au contrat à chaque fois, on a la durée du contrat, et puis surtout, bah, il y a les sommes qui sont versées. Donc, par exemple, pour une première installation sur une zone qui serait réputée en intervention prioritaire, c'est-à-dire sous-dense, on accompagnerait un jeune médecin durant 5 ans et durant ces 5 ans, il pourrait percevoir une somme maximale de 50 000 euros. Pour le maintien, c'est 5 000 euros par an durant 3 ans. Pour la transition, bah, c'est le médecin qui céderait son activité qui serait éligible à une somme qui serait plafonnée à 20 000 euros. Et enfin, si vous intervenez sur une zone, si vous êtes installé sur une zone qui n'est pas réputée sensible, mais que vous prêtez main forte à des collègues, votre rémunération pourra aller jusqu'à 20 000 euros par an. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une synthèse, hein. Vous retrouvez le détail soit sur le site de l'assurance maladie ou comme dit, là aussi, les équipes de l'assurance maladie sont là pour vous accompagner, pour vous expliquer dans le détail ces contrats, voir si par rapport à votre activité à vous, vous seriez éligible à l'un ou l'autre de ces contrats. Et puis enfin, à un moment donné, ben, de finaliser votre adhésion. On fait un petit focus maintenant sur les différentes formes de rémunération des médecins libéraux. Alors, il y a un socle, c'est ce qu'on appelle, nous, la rémunération à l'acte. Donc, elle découle de l'application de la nomenclature des actes, de la CCAM et de la télémédecine. Par rapport à cette rémunération à l'acte, à nouveau, les représentants au niveau national ont négocié ce qu'on appelle des rémunérations forfaitaires. Donc, c'est des rémunérations qui viennent s'adjoindre annuellement à la rémunération à l'acte. C'est la rémunération, par exemple, le forfait médecin traitant. Dès lors qu'un patient vous déclare comme médecin traitant, en fonction du profil de ce patient, c'est-à-dire de l'âge du patient, s'il a ou non une affection de longue durée, le montant qui vous sera alloué annuellement pour le suivi de ce patient peut différer de 5 à 70 euros. Et puis, il y a une majoration également pour les personnes âgées. Et puis enfin, un autre volet de la rémunération, lui aussi versé annuellement de manière automatisée par l'assurance maladie, c'est la rémunération sur objectif de santé publique, alors qui se décline en deux versants. Il y a un forfait structure, c'est-à-dire un versant lié au côté administratif de la tenue du cabinet, et puis un deuxième versant sur des objectifs médicaux par rapport à des pathologies, par rapport au suivi de certains patients. Voilà. Mais là aussi, lors du rendez-vous d'installation, les délégués d'assurance maladie prennent attache avec les médecins pour leur expliquer en début d'activité à quoi correspond cette rémunération sur objectif de santé publique, quels sont les items qu'il faut atteindre pour bénéficier de la rémunération et, dans le cas échéant, en cas de non-versement, quels sont les recours que les uns et les autres peuvent avoir pour faire valoir leurs droits. Ça a été abordé en début de présentation par Yann. Donc, il parlait à un moment donné, pour les médecins de secteur 2, la possibilité d'adhérer à ce qu'on appelle une option de pratique à tarif maîtrisé. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le professionnel de santé va toujours faire valoir son droit à l'exercice à un horaire libre. Au moment de l'installation, il peut choisir de quelque peu, comment je peux vous présenter ça,
de maîtriser son dépassement. Alors, maîtriser son dépassement, comment est-ce qu'on peut expliquer ça très simplement? Vous pouvez vous installer et vous décidez, par exemple, que votre consultation, vous allez la facturer 50 €. Voilà. Le délégué d'assurance maladie va venir, il va vous dire, voilà, vous avez décidé 50 €. Moi, je peux vous proposer que si votre dépassement, si votre consultation ne vaut que 45 €, que si en parallèle, vous allez faire une partie de consultation en tarif opposable, c'est-à-dire sans dépassement, l'assurance maladie, en fin d'année, va vous reverser une partie des cotisations sociales que vous aurez versées à l'URSSAF ou à la CAF. Plus vous respecterez les engagements, c'est-à-dire que plus vous aurez d'actes en tarif opposable et plus vous respecterez les dépassements que vous aurez fixés avec l'assurance maladie, plus le reversement de l'assurance maladie en fin d'année sera conséquent. Alors après, c'est pareil, c'est individuel. Je ne vous amène pas de données chiffrées parce que ce taux de dépassement, il est calculé spécialité par spécialité. Et donc, en fait, un médecin généraliste qui adhérera à un Optam n'aura pas le même taux de maîtrise de dépassement qu'un ophtalmologue, qu'un dermatologue ou qu'un cardiologue. Voilà. Donc, c'est là où c'est à nouveau important de se rapprocher des délégués de l'assurance maladie. Donc, là aussi, sur simple demande, un délégué de l'assurance maladie peut vous expliquer en long, en large et en travers tout ce qui touche à cet Optam et vous êtes libre après d'adhérer à tout moment. Vous pouvez adhérer en début d'activité, tout comme vous pouvez adhérer à un moment donné ou à un autre de l'activité libérale. Voilà. Autre contrat conventionnel qui est proposé et qui est d'actualité aujourd'hui, c'est l'embauche d'un assistant médical. Alors, je vous ai mis un petit schéma pour un peu illustrer qu'est-ce que c'est un assistant médical. Des fois, on ne sait pas vraiment quel est son rôle. Donc, en fait, il va organiser et coordonner les soins avec les autres acteurs du système de santé. Il va effectivement aussi préparer le patient, il peut mener des entretiens avec le patient, il va gérer le dossier médical du patient. L'idée, en fait, c'est de dégager du temps au médecin pour que le médecin puisse effectivement se poser uniquement, prendre le patient uniquement pour un temps médical, un temps d'échange, d'évaluation, de diagnostic et de prescription de traitement. Et effectivement, l'assistant médical sera là pour épauler ce médecin et répondre à tous les autres besoins que le patient aurait ou tous les préalables à la consultation. Donc, l'idée, c'est la diapositive suivante. L'idée de ce contrat d'assistant médical, c'est de venir soutenir effectivement le médecin libéral. C'est de lui libérer du temps médical et donc d'accompagner financièrement le médecin par rapport à l'embauche de cet assistant médical. Alors, le montant de la participation financière de l'assurance maladie, ça va dépendre si cet assistant médical est embauché à temps plein ou à temps partiel. Et l'aide est pérenne, c'est-à-dire que les premières années, on verse intégralement et au bout de la troisième année, il y a un montant pérenne qui sera mis en place pour toutes les autres années. Là aussi, c'est très particulier, ça dépend de la situation de chaque médecin. Et donc là aussi, ce sont les délégués d'assurance maladie qui sont compétents pour vous accompagner. Dans un premier temps, pour vous expliquer dans le détail, en fonction de votre situation, si vous pouvez ou non accéder à cette aide pour un assistant médical. Et puis, par la suite, si vous voulez le finaliser, c'est à nouveau auprès des délégués d'assurance maladie que vous pourrez acter cette adhésion à ce principe. On va beaucoup parler de tous les revenus. Donc, je vous ai parlé de revenus que vous pouvez tirer de l'activité libérale, la rémunération à l'acte, rémunération forfaitaire, rémunération liée à la ROSP. Il y a tous des bénéfices autres, assistant médical Optam, les aides qui peuvent vous être versées pour une installation en zone sous-dense. Peu importe la nature de cette aide, dès lors qu'elle est versée par l'assurance maladie, ce sont des revenus qu'il va falloir déclarer comme des revenus conventionnels auprès de l'URSSAF.
Donc, il n'y a aucune de ces aides n'est exonérée de cotisations sociales. Elles doivent effectivement être prises en compte dans les revenus globaux que vous déclarez à un moment donné à l'un ou l'autre des organismes. L'autre actualité, donc toujours pour pallier un peu la carence de professionnels de santé sur le territoire, donc on a les assistants médicaux qui interviennent et on a effectivement aussi le mode d'exercice qui change quelque peu. On sort de l'exercice individuel, donc le médecin qui reste seul dans son cabinet. On essaie d'ouvrir l'activité en général avec différents modes d'exercice. Donc, le premier qui prend un peu forme maintenant un peu partout sur le territoire, c'est l'exercice en maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, on garde bien l'activité libérale, chaque médecin garde son conventionnement. Simplement, il va exercer dans un même lieu avec d'autres professionnels de santé de sa spécialité ou d'autres spécialités. Donc, ça, c'est l'exercice en maison de santé pluriprofessionnelle. Cet exercice permet également d'adhérer à un autre contrat conventionnel qui permet cette fois-ci à la maison de santé à proprement parler de bénéficier d'aides conventionnelles, donc des aides qui pourront être utilisées à toutes fins utiles. Ça peut être une aide pour payer la secrétaire médicale, ça peut être des aides pour payer effectivement l'acquisition de matériel médical, d'une voiture pour la maison de santé. Voilà, l'aide est versée et la maison de santé en fait l'usage dont elle estime devoir faire. Mais ça ne peut se faire que si réellement la maison de santé a le statut effectivement de maison de santé pluriprofessionnelle. Dans un autre esprit, on essaie de travailler entre collègues, donc ça c'est ce qu'on appelle les équipes de soins primaires, c'est-à-dire que c'est les libéraux qui travaillent entre eux, qui coordonnent les soins, le médecin qui coordonne les soins avec l'infirmière, avec le masseur kinésithérapeute. De manière plus large, l'hôpital coordonne avec le libéral, et là on est sur les communautés professionnelles territoriales de santé, où effectivement ce sont deux mondes qui se rejoignent, mais toujours dans le seul objectif d'être plus performant dans la prise en charge des patients et dans la qualité des soins qui peuvent être dispensés à notre assuré. Là aussi, pour cet exercice, qu'on parle de la CPTS, qu'on parle de l'ESP ou des maisons de santé professionnelles, on a à nouveau une équipe très particulière au niveau de l'assurance maladie qui est chargée effectivement d'accompagner les uns et les autres, tant pour expliquer vraiment ce que c'est chaque exercice, que de finaliser après le projet. Si quelqu'un a le projet d'ouvrir, par exemple, une maison de santé pluriprofessionnelle, cette équipe-là est chargée de les accompagner dans le projet, dans la finalisation de ce projet avec l'Agence régionale de santé. Et c'est cette équipe-là qui sera là pour les accompagner financièrement sur ce projet. On a souvent une question qui revient, donc c'est la diapositive suivante. L'exercice en maison de santé pluriprofessionnelle introduit la notion de CISA. C'est-à-dire que les libéraux ne peuvent pas se contenter de leur seul statut de libéraux pour pouvoir effectivement formaliser cet exercice en maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, on parle de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir créer une société particulière pour l'exercice au sein d'une telle structure, c'est-à-dire acquérir un statut juridique. Et pour acquérir ce statut juridique, vous êtes accompagné par l'Agence régionale de santé. On part d'un projet de santé. Quel est le projet de santé de cette maison pluriprofessionnelle? Est-ce qu'il rentre effectivement dans les critères nationaux? S'il rentre dans les critères nationaux, l'Agence régionale de santé finalise avec les protagonistes des statuts juridiques. Donc, ils sont validés par les différents membres qui intégreront cette structure de soins, cette maison de santé pluriprofessionnelle, et ceci dans le but justement de pouvoir percevoir les aides qui sont prévues conventionnellement. Si la notion de CISA n'est pas respectée, si les conditions ne sont pas remplies pour la CISA, on pourra exercer en commun, mais on sera plus un pôle de santé. On ne sera pas une maison de santé pluriprofessionnelle. Et l'exercice hors maison de santé pluriprofessionnelle ne pourra pas être éligible aux aides conventionnelles. Enfin, pour terminer ma présentation, j'ai été quelque peu long, voilà, donc j'arrive sur la fin. Je vous rappelle simplement, effectivement, les différents canaux pour nous contacter. On a bien sûr le 3608 qui est la plateforme pour les professionnels de santé.
Vous avez vu tout au long, vous avez le site de l'assurance maladie et votre messagerie sécurisée via votre Amélie Pro qui vous permet d'entrer en contact avec les uns ou les autres. Et puis, ben, les différents mails, si vous dépendez de la CEPAM du Bas-Rhin, les différents mails selon les sujets pour pouvoir interpeller directement les personnes par rapport à votre thématique. Voilà. Donc, je vous remercie et je laisse la parole à la suite. Merci Francis. Donc effectivement, on va prendre le relais au niveau de l'URSSAF. Alors, je sais pas si vous avez peut-être des questions par rapport à tout ça avant de... On a un petit temps pour les Ah, d'accord, ok, questions-réponses parfait, une d'accord. fois qu'on aura tout Ok, abordé. d'accord, parfait, parfait. Du coup, moi, je vais repasser la parole à Pascal pour aborder comment employer un ou plusieurs salariés dans le cadre de la création du cabinet, aussi l'activité prend de l'ampleur. Donc, cette fois-ci, le versant URSSAF. Donc, Pascal, je te passe le relais. Première étape, Laurence, c'est la déclaration du salarié. Elle se fait par une déclaration préalable à l'embauche. Ceci est obligatoire, soit sur ursaf.fr ou directement sur Net Entreprise. Après avoir fait cela, il faudra établir une fiche de salaire de votre employé et donc faire une déclaration sociale nominative, la DSN. Pour cela, il vous faudra un logiciel de paye ou faire appel à un expert comptable ou un prestataire spécialisé dans le domaine. Deuxième possibilité, Laurence, pour obtenir cette fiche de salaire, c'est de faire appel à un service gratuit de l'URSSAF qui est le TZ, le titre emploi service entreprise. C'est un service en ligne mis en place par le réseau des URSSAF et entièrement gratuit. Grâce à ce service, une seule déclaration pour la déclaration préalable en embauche et le contrat de travail, plus des bulletins de paye à effectuer chaque mois. C'est le TZ qui s'en charge de cette fiche de salaire. Le paiement des cotisations se fait auprès de l'URSSAF pour la protection obligatoire de votre salarié et de l'impôt sur le revenu prélevé à la source. Pardon. Merci Pascal. Donc, comme promis, on va maintenant aborder un petit temps de questions-réponses. Mais au préalable, je voudrais encore vous solliciter pour répondre à un petit sondage donc, qui va également apparaître sur votre écran. Simplement, en un clic, donner une note à la présentation pardon, qui vient de vous être faite. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été lancé, sinon je vais le faire. Et puis ensuite, effectivement, nous passerons voilà, démarrer. Ça ne devrait pas tarder à apparaître. Voilà. Donc, je vous laisse juste nous noter avec une note sur 4, avec des petits pouces en l'air. Et ensuite, on se penchera sur le flux de discussion. Donc, et on répondra à l'oral aux questions auxquelles nos chatteurs n'auraient pas encore répondu. Et bien évidemment, vous aurez toujours la possibilité de nous poser vos questions à l'oral. Simplement vous signaler en cliquant sur lever la main, également en haut de l'écran, au niveau de l'onglet conversation. Et on vous donnera la parole. Donc, je vais commencer à jeter un œil au fil de discussion, en vous laissant le temps de continuer à donner vos notations. Alors, donc je vais peut-être d'abord privilégier les questions qui n'auraient pas reçu de réponse écrite. Et je vois que nos chatteurs ont bien travaillé, merci à eux. Je pense d'ailleurs que la première question que je vois qui
Il me semble, hein, alors sauf erreur de ma part, et je m'excuse par avance s'il y a déjà eu une réponse écrite. Donc, Yacine qui pose la question de savoir si l'Optam maintient la protection sociale des médecins, tel que Francis vous l'a présenté. Alors, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que votre protection sociale, vous allez l'avoir par le fait simplement de débuter votre activité libérale, de la déclarer auprès de l'assurance maladie et de la déclarer auprès de l'URSSAF, auprès de la CAF, auprès de tous les partenaires. Voilà. Automatiquement, vous êtes rattaché au régime des professionnels de santé et ce, aussi longtemps que vous conservez votre activité libérale. Ce qui est proposé, c'est dans le cadre de l'activité libérale, c'est si vous avez la possibilité de faire des dépassements, c'est par exemple vous exercez en secteur honoraire libre, l'idée, c'est de faciliter l'accès aux soins. C'est-à-dire, ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup de personnes renoncent aux soins parce que les montants des dépassements sont trop importants. L'idée du ministère de la Santé, c'est de dire, et si on maîtrisait quelque peu ces dépassements pour permettre aux assurés à nouveau d'accéder facilement aux soins, sans pour autant léser le médecin dans son chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, c'est pourquoi, certes, il est proposé de réduire quelque peu le montant du dépassement que vous pourrez proposer si vous adhérez, mais en contrepartie, il y a un reversement qui va intervenir. Alors, d'un premier abord, on va dire, oui, mais si je demande moins de dépassement, mon chiffre d'affaires va baisser et donc je vais avoir une perte de revenus. Oui, mais alors peut-être vous allez baisser de chiffre d'affaires, mais le fait de réduire le montant de votre dépassement permet aux complémentaires santé, le fait d'adhérer à l'Optam permet aux complémentaires santé de mieux rembourser la part qui reste à la charge de l'assurance maladie. C'est l'autre versant. C'est les complémentaires santé, pour tout médecin qui a adhéré à l'Optam, vont augmenter leur participation par rapport à un dépassement qui serait facturé par un médecin qui ne serait pas adhérent à l'Optam. Donc l'assuré va s'y retrouver. Et donc forcément, un médecin adhérent à l'Optam risque d'avoir à un moment donné un accroissement de sa patientèle parce qu'effectivement, les assurés vont voir qu'il est adhérent à l'Optam. Pour eux, ça va signifier que certes, ils vont avoir un dépassement, mais que ce dépassement, il sera mieux pris en charge par la complémentaire santé que s'ils vont voir un médecin qui n'est pas adhérent à l'Optam. Et donc, l'un dans l'autre, plus la participation de l'assurance maladie, finalement, les médecins s'y retrouvent et tous ceux qui, à ce jour, ont adhéré, aucun, à un moment donné, n'a résilié le contrat. Ce qu'on peut voir, c'est de revoir le taux. Quand c'est plusieurs médecins qui travaillent ensemble, on parle aussi de taux de groupe, c'est-à-dire que ce n'est plus un taux individuel, mais on peut fixer un taux de dépassement à l'ensemble du groupe. Mais voilà, mais ça n'affecte pas la protection sociale du professionnel de santé. Au contraire, ça peut lui amener une rémunération complémentaire. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à la demande. Je pense Alors, que oui. moi, j'ai juste vu autre chose en survolant, je me permets, en survolant le chat. Quelqu'un a posé la question, je n'ai pas tout le fil de discussion, mais par rapport, quand on perçoit des indemnités journalières, que ce soit maladie ou maternité, quand on débute l'activité, effectivement, il y a une carence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on rentre aujourd'hui dans le régime des professionnels de santé que de suite, on peut percevoir des indemnités journalières ou un congé de maternité. Voilà. Il faut avoir cotisé un certain nombre de mois dans ce régime. Et donc, la réponse qui a été apportée, c'est effectivement qu'il y a 12 mois. Sauf que ça a été revu cet été. Il y a un arrêté qui est paru cet été et qui ramène ce délai de cotisation minimale à 6 mois. C'est-à-dire que dès lors qu'un professionnel de santé s'installe nouvellement, qu'il est 6 mois dans le régime de protection, à partir du premier jour de 7e mois, il va pouvoir bénéficier du versement des indemnités journalières et potentiellement d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité. Voilà, je voulais juste rétablir cette information-là. Merci beaucoup, nous l'ignorions nous-mêmes de notre côté, donc merci pour tout cette nouveau, mise à jour. C'est tout nouveau, ça date de la C'est un rentrée, scoop. donc voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Francis, j'aurais encore une question de Yacine Oui. qui me semble te concerne. Est-ce que le projet de santé est évolutif, à savoir si la MSP développe un nouvel axe de santé, est-ce que ça va ouvrir de nouveaux accompagnements par la CEPAM sur de ces nouveaux points?
Alors oui, alors le professionnel de santé va adhérer, donc lui, individuellement, à la convention de sa profession. Voilà, c'est ce qui va régir nos rapports. La maison de santé, elle va adhérer à ce qu'on appelle l'ACI, c'est-à-dire c'est un accord interprofessionnel. Et donc, en fait, les rémunérations qui vont être versées à la maison de santé ne trouvent pas leur origine dans la convention des médecins, mais dans cet accord interprofessionnel. Et cet accord interprofessionnel, il est évolutif. L'idée de la Caisse nationale, l'idée du ministère, c'est bien de promouvoir ce mode d'exercice. Donc là, on est au début. Cet accord n'existe que depuis 2 ans. Donc en fait, on est au début des aides, mais les aides sont déjà conséquentes. Et effectivement, c'est quelque chose qui est évolutif, qui va tenir compte effectivement du projet de santé. Et selon la nature du projet de santé, soit c'est l'assurance maladie qui va augmenter la dotation annuelle, mais ça peut aussi être l'agence régionale de santé qui peut venir compléter la rémunération parce que ça entrerait dans le cadre de la prévention, par exemple, et de d'autres dispositifs, mais qui seraient mis en place en parallèle de cet accord interprofessionnel. Voilà. Donc là, c'est difficile de parler de cette situation particulière, mais oui, c'est évolutif. Ce n'est pas figé, on n'en est qu'au début, c'est quelque chose qui est évolutif, mais les aides peuvent venir pas seulement de l'assurance maladie, en fonction de la nature de ce projet, en fonction de ce qu'on veut rajouter à la maison de santé comme nouveau projet. L'aide peut être versée également par l'agence régionale de santé. Très bien, merci Francis. J'aurais une question de Jeanne-Marie, là peut-être plutôt pour Pascal, concernant les seuils du RSPM. Donc, je cite, hein, j'ai cru comprendre dans la présentation que les seuils sont proratisés. Donc, si on a travaillé 4 mois de l'année en tant que remplaçant, statut RSPM, les seuils de 19 000 et 38 000 sont divisés par 3. En fait, c'est que la première année, Laurence. C'est la date de début d'activité. Ce n'est pas le temps de travail sur cette activité au courant de l'année, mais c'est uniquement, cette proratisation existe uniquement la première année. Donc, si vous adhérez au régime RSPM, par exemple, le 1er mars, hein, le même exemple que Yann en tout début de présentation, il y a 306 jours entre le 1er mars et le 31 décembre. Donc, cette limite de 19 000 ou de 39 000 va être proratisée en faisant 19 000 fois les 306 jours divisé par 365 ou les 39 000. Mais à partir de la deuxième année, et là aussi pendant cette période de première année, qu'on travaille les 306 jours ou qu'on ne travaille que 10 jours, peu importe, c'est vraiment la date d'affiliation au 31 décembre de la première année. Et à partir de la seconde année, il n'y aura pas de proratisation puisque l'inscription est sur toute l'année. Et donc, on prend bien le montant du chiffre d'affaires qu'on compare à ce 19 000 ou à ce 39 000. Très bien, oui. Merci, merci Pascal. J'aurais une autre question d'Anne, toujours, enfin à nouveau pour Francis. Donc effectivement, Francis, toi tu appartiens à la caisse primaire du Bas-Rhin. Oui. Et Oui. notre audience aujourd'hui est bien plus large. Bon, déjà, puisque nous avons 3 centres de gestion, donc Grand Est, un périmètre Grand Est, mais qui en plus sont amenés à gérer les comptes des professionnels de santé d'autres régions de France. Donc en fait, Anne souhaiterait savoir que si on n'appartient pas à la caisse primaire du Bas-Rhin, est-ce que toutes les offres que tu as présentées, donc par exemple, je m'installe, je me souviens de ce terme-là, ou Rezone notamment, est-ce qu'elles existent également sur les autres régions de France? Alors, je m'installe, c'est propre à la fac de médecine de Strasbourg. C'est quelque chose qui a été élaboré par l'ordre départemental des médecins du Bas-Rhin avec effectivement l'université. Voilà. Mais Rezone, c'est un produit national. Donc, dans n'importe quel CEPAM, enfin dans toutes les CEPAM de France, ce produit a été développé. Hein, voilà. C'est une CEPAM qui a développé ce produit. Hein, je crois que c'est Marseille ou Toulon qui a développé ce produit. Et en fait, ça a été généralisé à toutes les CEPAM. Donc, toutes les CEPAM ont accès
à cet outil, et cet outil existe pour d'autres professionnels de santé, hein. On l'a pour les infirmiers, on l'a pour les kinés, on l'a pour les maisons de santé pluriprofessionnelles, voilà. Donc, je pense que la difficulté peut-être sur d'autres CPAM, c'est juste de trouver le bon interlocuteur, voilà. Parce Oui, mais qu'effectivement, j'imagine que si on contacte sa CPAM via Amélie, on demande l'adresse absolument. mail directe et puis Vous allez sur la CPAM de votre région ou la CPAM près de laquelle vous êtes rattaché, vous essayez de contacter le service RPS et vous demandez simplement à ce service RPS au sein de la CPAM X qui est chargé effectivement des études de marché via l'outil Rezone. Voilà. Entre parenthèses, la même prestation existe au niveau de l'agence régionale de santé. Voilà. Chez eux, cet outil s'appelle Carto Santé. C'est un peu le même principe. Et là, vous pouvez passer directement par l'agence régionale de santé. Si c'est plus simple pour vous, vous allez sur le portail d'accompagnement des professionnels de santé. Il y a une notion de contact. Vous demandez simplement une entrevue pour une étude de marché, mais via cette fois-ci Carto Santé. Ça, c'est l'outil effectivement de l'agence régionale de santé, mais qui aboutit aux mêmes éléments de réponse que notre outil à nous, Rezone. Voilà. très bien. Merci beaucoup, Francis. Écoute, Yacine t'interroge encore. Oui, Cette fois-ci, voilà, sur la cotisation AT-MP. Donc, en fait, oui, simplement savoir si, en tant que remplaçant, il a possibilité, oui. lui aussi, de cotiser volontairement à ce Oui, oui, risque. oui, 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 oui. Et du coup, Peu, s'affranchir alors, d'une prévoyance privée. voilà, peu importe le statut, dès que vous entrez en fait dans le libéral, que ce soit en tant que remplaçant ou vraiment en adhérant à la convention, vous êtes libéral. Et donc, de fait, vous n'êtes pas couvert pour ce risque. Voilà. Et donc, on insiste beaucoup parce que, voilà, on dit toujours, je souhaite que vous soyez né sous une bonne étoile, mais voilà, ça arrive plus vite qu'on ne le pense, hein, et on a une documentation qui est à disposition. Alors, je la montre là, hein, ça c'est notre documentation. C'est un recto verso que nous, on envoie à chaque personne après le rendez-vous d'installation. Ça reprend le principe de cette assurance, mais ça reprend surtout les montants sur lesquels vous pouvez verser les cotisations. Donc, je vous ai dit avant que c'était déconnecté des revenus de votre activité. Donc, par exemple, si vous voulez verser un minima, juste pour vous dire, voilà, je vais prendre le minimum de couverture sociale, ça représente en 2023 53 € par trimestre. Ce n'est pas énorme, mais ça vous garantit quand même un minima pour ce risque-là. Et au maximum, pour ce risque-là, les cotisations peuvent s'élever en 2023 à 116 €. Donc, c'est vous qui allez choisir entre 53 et 116 € quel est le montant sur lequel vous voulez verser des cotisations. J'ai souvent l'habitude de dire, en début d'activité, quand on commence, on n'a pas tout de suite une aisance de trésorerie. Donc, ça ne sert à rien d'avoir la Rolls des assurances. On peut commencer avec une petite assurance. L'important, c'est simplement d'être couvert à minima. Mais après, en fonction que l'activité évolue, en fonction aussi que notre situation personnelle évolue, c'est-à-dire que si on se marie, si on a des enfants, la responsabilité est différente, c'est à ces moments-là de la vie, en fait, qu'il faut penser à revoir aussi ces contrats d'assurance et qu'on peut à ce moment-là, par simple courrier, demander à verser plus de cotisations. Alors, verser plus de cotisations, ça n'aura pas d'impact sur la prise en charge des soins. Par contre, ça aura un impact sur la rente qui sera versée parce que plus vous versez de cotisations, plus effectivement la rente sera conséquente. Et puis malheureusement, si la personne venait à décéder, la rente qui serait versée aux héritiers, forcément, elle serait aussi plus conséquente si le montant des cotisations a été plus important. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Francis, pour toutes ces précisions. Je crois que je suis allée au bout du fil de discussion. Donc, je ne sais pas, Yann et Pascal, si vous souhaitez peut-être compléter oralement les réponses écrites qui ont été apportées par les chatteurs et, il me semble, par vous-même aussi, pour l'une ou l'autre question. Ou si parmi les participants, certains veulent nous poser des questions subsidiaires à l'oral. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à vous signaler en levant la main. En tous les cas, moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Moi, je vais également préciser que donc, ça sera effectivement organisé par l'Alsace, hein, mais comme c'est relayé sur YouTube, vous pourrez regarder un replay sur toutes les
autres régions peuvent être intéressées. Sur le sujet de la maternité, nous allons organiser une semaine Tout à fait. participative sur la semaine du 20 au 24 novembre, il me semble. Donc, quelques jours après cette semaine-là, sera à disposition ce replay où on vous aurez beaucoup plus d'informations effectivement Oui, sur la maternité. Elle sera organisée en partenariat, bien entendu, avec la caisse primaire, mais également avec la caisse d'allocation familiale. Donc, oui, vous effectivement. En fait, pouvez tous regarder ce replay si vous à la êtes base, concerné par la maternité. voilà, donc cette semaine participative, hein, ce sera des ateliers en présentiel et effectivement, nous allons essayer soit de faire une captation d'un de ces ateliers présentiels, soit éventuellement de faire un webinaire donc qui reprendra tous les éléments d'information pardon, qui seront délivrés dans ces ateliers en présentiel. Voilà. Ah, je pense que pour le coup, nous avons fait le tour. Du coup, voilà, simplement encore, puisque nous arrivons au terme de la présentation, vous indiquer que le réseau URSSAF met à votre disposition, donc comme je l'ai un petit peu dit juste avant, des centres PAM dédiés. Donc comme c'est le cas au sein des URSSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Et donc vous avez des modes de contact et d'accompagnement qui vous sont dédiés et donc que vous voyez à l'écran. Au niveau de la CPM, donc Francis vous les a indiqués, hein, mais je vous les remets là. Donc privilégiez donc le téléphone, numéro de téléphone, le 3608 et la messagerie de votre compte Amélie Pro. Et puis voilà, je vous remets pour le Bas-Rhin hein, l'adresse directe, hein, installation67@assurancemaladie.fr. Voilà, donc nous en avons terminé avec ce webinaire. Donc je vous remercie Pascal, Yann et Francis pour l'ensemble de vos explications. Je remercie aussi notre équipe de chatteurs pour leur expertise et puis bien évidemment un grand merci à vous toutes et tous pour votre attention. Donc, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et puis à vous dire à bientôt pour de nouvelles webconférences.